À 14 ans, alors que sa mère la dépose devant l'école dans la petite ville de Rockhampton en Australie, Natasha Ryan disparaît sans laisser de traces. Aucun signe de lutte, aucun témoin, aucune piste concrète. Très vite, il semble que l'impensable se soit produit. Natasha a peut-être été enlevée, ou pire. Pendant 5 ans, les enquêteurs piétinent et sa famille la croit morte, tandis qu'un procès pour son meurtre est même sur le point d'avoir lieu. Jusqu'à ce qu'un appel anonyme vienne bouleverser toute l'enquête, Natasha est encore en vie. Où était réellement Natasha pendant tout ce temps? Que s'est-il passé? Pourquoi n'a-t-elle jamais tenté de revenir? Et surtout, qui était au courant de son secret? Je vous raconte l'une des affaires de disparition les plus troublantes d'Australie, dont certaines questions resteront à jamais sans réponse. Natasha Ann Ryan est née le 9 mai 1984 à Rockhampton en Australie et elle y vit avec sa famille. Donna, sa grande sœur, Chris, son petit frère âgé de 8 ans de moins qu'elle, et ses 2 parents, Jennifer, sa mère, et Robert, son père, à propos duquel j'ai trouvé très peu d'informations. L'enfance de Natasha ne va pas être toute rose. Ses parents se disputent beaucoup, il y a des tensions dans le couple, si bien qu'ils finissent même par divorcer. La famille se brise un petit peu plus lorsque le père de Natasha et de ses frères et sœurs se remarient avant de s'installer dans une autre ville du Queensland. Le Queensland, c'est un état d'Australie, donc il reste dans le même état, mais il est quand même à 3 heures de route, ce qui rend les choses bien plus compliquées pour voir ses enfants. À l'adolescence, Natasha vit donc avec sa mère et elle ressent pas mal de pression concernant son niveau scolaire par exemple. Elle n'a pas de très bonnes notes, elle a déjà été exclue de l'école et cela crée des tensions avec sa mère. En plus de ça, Natasha est l'enfant du milieu, donc là c'est une spéculation de ma part, mais avec un enfant de 6 ans à la maison, la mère s'occupe peut-être davantage du benjamin en laissant les 2 grandes sœurs plus autonomes. Quoi qu'il en soit, ce dont on est sûr, c'est que Natasha ne se sent pas très bien au sein de sa famille, au point où elle a même fugué à plusieurs reprises. En juillet 1998, soit 1 mois seulement avant la mystérieuse disparition de Natasha, celle-ci s'enfuit alors qu'elle promène le chien de la famille. La police la retrouve après plusieurs jours de recherche dans une salle de concert en plein air de Rockhampton. Il s'est avéré qu'elle avait rejoint son petit ami Scott Black et qu'il séjournait dans une chambre d'hôtel de la ville. Pourtant, Scott avait été interrogé au sujet de la fugue de Natasha, mais il n'avait rien dit. Parlons-en de ce petit ami justement, Scott Black est laitier. Je n'ai pas trouvé dans quel contexte il a rencontré Natasha, peut-être dans le cadre de son travail, mais ce qui me semble important de signaler, c'est que ce dernier est bien plus âgé qu'elle. Je rappelle que Natasha a 14 ans à ce moment-là, Scott lui en a 22. Bon, soyons clairs, c'est illégal. Pour ceux qui s'y connaissent en droit, n'hésitez pas à me reprendre, mais j'ai fait quelques recherches et j'ai vérifié pour l'Australie. Dans le Queensland, une relation avec un mineur de 16 ans ou moins est un délit. En fait, il est estimé qu'à cet âge ou moins, l'adolescent n'est pas en capacité d'avoir une relation avec une personne adulte. Celle-ci peut, même sans le vouloir, exercer un pouvoir, avoir du contrôle par le biais de son âge. J'imagine bien que Natasha s'est sentie réellement amoureuse de Scott, là n'est pas la question, mais à 14 ans, ça reste une enfant, elle n'a pas la maturité et le développement nécessaires pour entretenir ce genre de relation avec quelqu'un qui a une aussi grande différence d'âge. À l'époque de cette fugue de juillet 98, la police va d'ailleurs accuser Scott d'enlèvement, mais l'accusation va finalement être abandonnée bien que Scott Black ait tout de même dû payer une amende pour avoir entravé l'enquête de police. Pour rappel, il avait été interrogé et n'avait pas donné d'informations alors que pourtant Natasha était avec lui. Après la fugue de juillet 98, tout semble rentrer dans l'ordre dans la famille Ryan. Malgré ces événements déjà angoissants pour une famille, notamment pour Jenny, la maman de Natasha, celle-ci ne se doute pas une seule seconde que seulement 1 mois plus tard, sa fille allait disparaître. Nous sommes le matin du 31 août 1998 et ce jour-là, Natasha va à l'école. Sa mère, Jennifer, la conduit devant l'établissement scolaire, comme elle l'a déjà fait des centaines de fois. Natasha n'a plus qu'à passer la porte de l'établissement, mais ce jour-là, tout ne va pas se passer comme prévu. Sa mère repart rapidement afin de se rendre à son travail et elle entame sa journée sans se douter qu'un drame est en train de se produire. C'est l'école qui va l'alerter dans le courant de la journée. Natasha n'a été vue à aucun de ses cours. La procédure classique dans ces cas-là, c'est d'appeler les parents. Après tout, Natasha est peut-être simplement malade. Lorsque la mère de Natasha va décrocher son téléphone et entendre que sa fille n'a même pas été vue dans l'établissement alors que elle l'avait déposée juste devant, elle va immédiatement être prise d'un mauvais pressentiment
et donner l'alerte. Les forces de l'ordre sont prévenues, la jeune fille a donc disparu depuis le début de journée, ce qui signifie que de précieuses heures de recherche ont déjà été perdues. Immédiatement, ils vont refaire le parcours de Natasha, se rendre devant son école, interroger les élèves, les professeurs, sans succès. Personne ne l'a aperçue ce matin-là, aucun indice, aucune trace de lutte, aucun témoin. Natasha semble s'être évaporée. La famille et les enquêteurs vont néanmoins assez rapidement se tourner vers la piste de la fugue et interroger ses proches, notamment ses amis et son petit ami Scott Black. Après tout, c'est vrai qu'elle a déjà fugué par le passé, il s'agit peut-être encore d'une fuite volontaire. Mais contrairement à ce que croyaient la famille et les enquêteurs, Scott Black ne donne aucune réponse concluante, il n'est au courant de rien. Selon lui, cette fois-ci, Natasha n'a pas fugué, ou du moins, elle ne l'a pas prévenu. De plus en plus inquiets du sort de l'adolescente, les enquêteurs vont se tourner vers Mayowa Tokotawa. Il s'agit du meilleur ami de Natasha à l'école. C'est l'une des dernières personnes à l'avoir vue en vie, si bien que Mayowa va même finir par être soupçonné du meurtre de son ami, faute d'autres pistes. Finalement, il n'y est pour rien, les soupçons qui pèsent sur lui se révèlent infondés, il a été accusé à tort, et cela lui causera d'ailleurs beaucoup de peine. En plus d'avoir à faire le deuil de son ami disparu, Mayowa a dû faire face aux doutes des enquêteurs et aux suspicions de tout le monde. Finalement, les premiers mois et malheureusement les premières années après la disparition soudaine de Natasha passent et les chances de retrouver l'adolescence s'amincissent au point où la famille perd peu à peu espoir de la retrouver un jour en vie. À l'occasion de l'anniversaire des 17 ans de Natasha, soit 3 ans après sa disparition, sa famille organise même une cérémonie commémorative afin d'essayer de faire leur deuil et de réussir à tourner la page. C'est alors que d'autres affaires en cours concernant des disparitions de jeunes femmes vont mener les enquêteurs sur une toute nouvelle piste, et pas des moindres. Un tueur en série local du nom de Leonard John Fraser avait sévi dans la région quelques années plus tôt et purgeait actuellement une peine de prison à perpétuité depuis l'an 2000, soit 2 ans après la disparition de Natasha. Il avait été accusé de l'enlèvement, du viol et de l'assassinat d'une fillette de 9 ans nommée Keira Stenhard, et c'était justement arrivé aux alentours de Rockhampton. Le lien avec Natasha n'avait pas été fait tout de suite, ce sont d'autres affaires de disparition de jeunes femmes qui ont rapidement fait converger tous les doutes vers le meurtrier. En fait, les disparitions étaient survenues entre 1998, donc date de la disparition de Natasha, et l'an 2000, alors que Leonard John Fraser était encore en liberté. Surnommé le violeur de Rockhampton, c'est donc en 2003 que le tueur est jugé pour les meurtres de Beverly Ligo, Sylvia Benedetti, l'homicide involontaire de Julia Turner, ainsi que le meurtre de Natasha Ryan. Bien qu'aucune preuve matérielle ne permette réellement de relier le suspect au meurtre de la jeune fille, le lien est assez facile à faire étant donné que Natasha avait disparu pile lorsque le tueur était en train de sévir dans la région. Et en plus de ça, Fraser a également avoué son crime lorsqu'il était en prison à l'un de ses codétenus. Il a dit « J'ai tué Natasha Ryan », il a avoué, ce qui a suffi à le faire accuser. Nous sommes le 11 avril 2003, Fraser, qui était de toute manière déjà condamné à la perpétuité pour le meurtre de la fillette de 9 ans, est jugé cette fois-ci pour les 4 nouveaux meurtres que je viens de vous citer. Mais l'audience ne se déroule pas du tout comme prévu puisqu'un véritable coup de théâtre a lieu. Lorsqu'on cite le nom de Natasha Ryan, un procureur prononce devant une salle d'audience stupéfaite les mots suivants. « Je suis heureux d'informer le tribunal que Leonard John Fraser n'est pas coupable du meurtre de Natasha Ann Ryan. Natasha Ryan est vivante. » En avril 2003, quelques jours avant le procès de Leonard John Fraser, le centre d'appel d'aide aux enfants reçoit un appel anonyme. C'est une voix de femme qui s'adresse à eux, elle dit que Natasha Ryan, qui a pourtant disparu il y a presque 5 ans, est toujours en vie. La voix précise que Natasha vit dans une maison avec quelqu'un et que la personne accusée de son meurtre ne l'a pas assassinée. Selon la personne au bout du fil, l'adolescente disparue a été trop effrayée pour rentrer chez elle auprès de sa famille durant toutes ces années. L'appel se coupe et la police de Rockhampton est immédiatement prévue de cet étrange appel. À ce moment-là, tout s'enchaîne. En plus de l'appel téléphonique, et alors que le procès de Leonard Fraser est en cours, afin de déterminer s'il est le meurtrier ou non de Natasha Ryan, la police de Rockhampton reçoit cette fois-ci une lettre anonyme. Il y est écrit que Natasha Ryan est toujours en vie, qu'elle n'a pas été assassinée. Bon, ça on avait déjà l'info, mais ce n'est pas tout, puisque dans cette lettre figure également un numéro de téléphone et une adresse qui se situe dans la banlieue de Rockhampton, à seulement quelques kilomètres de chez Jennifer Ryan, la maman de Natasha. Après quelques recherches, le résultat tombe, cette maison est louée par quelqu'un dont on n'a plus trop entendu parler depuis près de 5 ans. Il s'agit de Scott Black, l'ancien petit ami de Natasha. Sans plus attendre et décidés à clarifier cette histoire, les enquêteurs se rendent sur les lieux et perquisitionnent la maison.
Je trouve ça assez fou que ça n'ait pas été fait à l'époque de la disparition de Natasha d'ailleurs, sachant que celle-ci s'était déjà réfugiée auprès de Scott lors de sa première fugue qui avait eu lieu 1 mois avant la disparition. Ça aurait été pertinent de pousser cette piste pour ne plus avoir aucun doute. Bref, ce coup-ci, si Natasha se trouve là-bas, les enquêteurs veulent en avoir le cœur net. Une fois sur place, Scott n'a pas l'air de comprendre ce qu'il cherche. Il passe au crible le salon, la cuisine, puis l'étage, la chambre. Il ne trouve rien et s'apprête même à abandonner, persuadé que le contact anonyme avait tort. C'est là que les enquêteurs s'approchent d'un placard blanc à l'apparence tout à fait classique, et ce qu'ils découvrent à l'intérieur les laisse sans voix. Recroquevillée sur le sol dans cet espace exigu, se trouve Natasha Ryan. Elle a la peau extrêmement pâle, elle a l'air effrayée, terrorisée même, mais elle n'est pas blessée, elle ne semble pas sous-alimentée, bref, elle a simplement l'air de se cacher assise là. Les médias vont très rapidement s'emparer de l'affaire, après tout c'est une nouvelle extraordinaire. Natasha avait disparu 5 ans plus tôt, ni sa famille ni les autorités pensaient pouvoir un jour la retrouver en vie à seulement quelques kilomètres de chez elle. Qui plus est, on la pensait assassinée, victime d'un tueur en série. Les gros titres indiquent même que Natasha est revenue d'entre les morts. L'adolescente, qui est plutôt une jeune adulte maintenant, va d'ailleurs par la suite devoir témoigner au procès de Leonard Fraser afin d'attester qu'elle ne l'a jamais rencontré et n'est donc pas l'une de ses victimes. Cela n'empêchera pas le meurtrier d'être à nouveau condamné à la perpétuité pour les 4 autres victimes qu'il a laissées dans son sillage. Mais alors, que s'est-il passé pour Natasha? Est-ce qu'elle est restée cachée là pendant tout ce temps? Est-ce qu'elle était prisonnière? Est-ce qu'il lui est arrivé de sortir? Les questions se bousculent pour les enquêteurs, mais ils ne seront pas longtemps les seuls à se les poser puisque la fille du placard, comme elle est surnommée par les médias, voit son histoire placardée partout en première page. Une fois retrouvée, Natasha passe évidemment un examen de santé et tous les voyants sont au vert. Elle n'est pas blessée, pas malade, elle ne semble pas avoir été maltraitée. On apprend néanmoins très vite de nombreuses informations de la bouche même de Natasha. Elle explique aux enquêteurs que le 31 août 1998, près de 5 ans plus tôt, elle a appelé son petit ami Scott Black afin qu'il vienne la chercher. Elle l'a attendu devant l'école, il est rapidement arrivé, puis elle s'est cachée chez lui, dans une maison à 45 minutes de là où elle vivait. Ce qui ressemblait au premier abord à une simple fugue, comme celle qu'elle avait réalisée 1 mois plus tôt, a finalement rapidement pris une tournure bien plus dramatique et importante. Natasha explique qu'elle ne pensait absolument pas qu'autant de gens allaient se mobiliser, que sa famille et les enquêteurs allaient autant s'inquiéter et envisager le pire. Plus les jours passaient, moins Natasha se sentait capable de revenir et d'avouer être partie de ce qu'elle dit de son plein gré. Au bout de 4 ans et après que Scott ait été muté dans le cadre de son travail de laitier, ils ont emménagé dans une autre maison, bien plus proche de chez sa mère, à seulement quelques minutes de route. Mais alors pourquoi avait-elle fugué à l'époque ? Pour expliquer sa décision, Natasha décrit son sentiment d'étouffement face aux attentes de ses proches, face aux difficultés scolaires qu'elle rencontrait, ajouter à cela sa dynamique familiale complexe et son désir de reprendre le contrôle de sa vie. Mais alors justement, elle qui souhaitait reprendre le contrôle et visiblement se sentir plus libre, à quoi a bien pu ressembler sa vie durant ces 5 dernières années isolée de tout ? Et question inévitable, était-elle enfermée de son plein gré ? Selon Natasha, elle ne se sentait nullement captive dans la maison qu'elle partageait avec Scott, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. Elle raconte qu'elle se déplaçait librement dans la maison, qu'elle pouvait même en sortir, bien qu'elle ne soit sortie que 5 fois en 5 ans et seulement la nuit pour éviter d'être vue. En général, elle sortait pour se promener à l'extérieur, elle se rendait au parc ou à la plage, et le plus souvent avec Scott. Lors d'une interview, elle décrit certaines nuits où Scott et elle se sont rendus à la plage, ils observaient les éclairs, les orages au loin, au-dessus de l'océan. Bref, elle dit garder de bons souvenirs de ces 5 dernières années. When we went to the beach, we'd sit here and stare at the sky. The night sky? Yeah. We'd watch thunderstorms, lightning storms. Hormis ces exceptionnelles sorties nocturnes, Natasha a également dû trouver de quoi s'occuper dans la maison de Scott. Elle raconte qu'elle a appris à coudre, étant donné qu'elle ne pouvait pas se rendre en magasin pour essayer et acheter ses vêtements, elle les faisait elle-même. Elle regardait aussi beaucoup la télé, elle lisait, bref, elle s'occupait comme elle pouvait, tout cela bien caché derrière les épais rideaux toujours tirés de la maison qu'elle partageait avec Scott. Quand ce dernier recevait de la visite, Natasha avait pour habitude de se cacher dans le placard de la chambre, celui où on l'a retrouvée. Afin d'être sûre de ne pas être vue, elle avait bien trop peur que quelqu'un la reconnaisse. Selon elle, elle ne passait pas tout son temps dans le placard, comme certains médias l'ont laissé croire. Elle y est restée, selon elle, maximum 1 heure à un moment où Scott avait de la visite. C'est donc une vie totalement isolée que Natasha a menée pendant 5 ans, dépendant alors uniquement de Scott Black. Sans autre interaction sociale que celle qu'elle avait avec son petit ami, ajoutée au fait de ne pas se confronter à la vraie vie, de ne jamais sortir de chez elle,
et de vivre dans l'isolement le plus total, tout ça va forcément laisser des séquelles chez Natasha, qui sera décrite comme une jeune femme qui s'est, en quelque sorte, arrêtée de grandir à 14 ans. Elle n'a jamais été faire de courses, elle a arrêté l'école, elle n'a jamais appris à devenir progressivement une adulte, ce qui a entravé son développement. Néanmoins, Natasha va bien, elle est retrouvée saine et sauve, et maintenant que la vérité est dévoilée, elle se sent extrêmement soulagée et elle peut reprendre une vie normale. I feel free. I feel really excited that I don't have to hide anymore. On apprendra d'ailleurs par la suite que c'est Natasha elle-même qui a appelé le centre d'aide aux enfants afin d'informer la police qu'elle n'avait pas été assassinée et qu'elle se cachait parce qu'elle avait trop peur de revenir. Je trouve que ça témoigne réellement de l'envie de Natasha de cesser les mensonges, cesser de se cacher. Elle avait réellement envie d'être retrouvée. Néanmoins, j'ai eu beau chercher, je ne sais pas si elle avait prévenu Scott au moment où elle a contacté le centre d'aide. Ça aurait été intéressant à savoir. Mais une ombre reste présente au tableau pour Natasha. Elle redoute énormément les retrouvailles avec sa famille qui la croyait morte depuis maintenant 5 ans. Sa mère, Jennifer Ryan, qui avait passé des années à pleurer la perte de sa fille, a été complètement bouleversée par la nouvelle de sa réapparition. Son père, qui a également appris la nouvelle alors qu'il était au tribunal pour le procès de Leonard John Fraser, a également été profondément bouleversé. Il était là pour condamner ce qu'il croyait être l'assassin de sa fille, et ça a été un moment très intense pour lui lorsqu'on lui a passé Natasha au téléphone lorsqu'elle a été retrouvée. La mère de Natasha, qui avait tout de même été au plus proche de sa fille juste avant sa disparition, dit tout de même que lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle a ressenti à la fois du soulagement, sa fille était en vie, c'était presque miraculeux après toutes ces années, mais d'un autre côté, lorsqu'elle a compris que Natasha aurait pu se manifester bien plus tôt, et ainsi alléger la peine de ses proches, elle n'a pas pu s'empêcher de ressentir une profonde colère et un sentiment de trahison. Probably could forgive but never forget. What has Natasha done that's hurt you the most? That hurt me the most would be running away that day. However, if a person loved you so much, how could they put you through that much pain? Néanmoins, lorsque mère et fille se sont finalement retrouvés, les sentiments négatifs se sont estompés chez Jennifer. Natasha s'est excusée et Jenny a voulu tout de suite renouer avec sa fille, qu'elle avait l'impression de ne même plus connaître tant elle avait grandi. C'est comme cela que Natasha va apprendre les mariages ou décès de certains membres de sa famille, notamment le mariage de sa propre sœur, auquel elle aurait dû être demoiselle d'honneur. La jeune femme a évidemment raté beaucoup de choses en 5 années d'absence. Il y a quelqu'un dont on ne parle plus du tout depuis un petit moment, alors qu'il joue un rôle tout de même important dans cette affaire, il s'agit de Scott Black. Le fameux petit ami de Natasha qui, pour rappel, est âgé de 8 ans de plus qu'elle, et a donc menti à la police en cachant l'adolescente chez lui pendant 5 ans. Je vais essayer d'être la plus transparente possible à travers cette vidéo, mais ce qui est beaucoup ressorti lors de mes recherches, c'est le fait que Natasha a été beaucoup blâmée pour avoir fait subir ça à sa famille durant 5 ans. Sa mère lui en a énormément voulu, elle dit qu'elle ne lui faisait plus confiance, que la confiance reviendrait mais qu'elle ne pourrait pas oublier la trahison de sa fille. Les médias se demandent comment elle a pu, si elle aime vraiment ses proches, leur infliger autant d'angoisse. Les gros titres indiquent « Elle a trompé tout le monde » ou encore « Elle se cachait dans le placard ». En fait, la culpabilité repose énormément sur les épaules de Natasha de ce que j'ai pu lire. Le public se demande comment et pourquoi elle n'a pas pris contact avec la police bien plus tôt afin que les recherches cessent et que l'argent arrête d'être dépensé pour une affaire qui n'en était pas une. Mais dans tout ça, je trouve qu'on oublie un petit peu trop vite que Natasha était âgée de seulement 14 ans au moment des faits. Les mauvaises décisions qu'elle a prises à cette époque ont pu être menées à bien parce qu'il y avait un adulte impliqué. Un adulte qui a permis que tout ça arrive. Je suis très surprise vu la tournure des événements et l'âge de Natasha qu'elle ait été davantage considérée comme l'adolescente difficile qui a fait une énorme bêtise plutôt que comme la victime d'un adulte. Du moins, elle a vraiment été considérée comme ça dans les médias et on va reparler de la justice juste après. Étant donné l'âge de Natasha, ça aurait été à Scott de prendre ses responsabilités d'adulte et de signifier à la police que Natasha était chez lui. L'adolescente l'aurait sans doute vécu comme une véritable trahison, mais ça aurait évité aux bénévoles, aux forces de l'ordre de se mobiliser pendant 5 ans, de chercher un coupable, d'accuser quelqu'un. Ça aurait évité à la famille de s'inquiéter toutes ces années et à Natasha de regretter sa décision et de ne pas oser refaire surface pendant 5 ans. Car oui, dans une interview donnée à l'émission 60 minutes Australia dont j'ai déjà parlé lors de ma vidéo sur Belle Gibson, celle qui s'était inventée un faux cancer, Natasha va avouer qu'elle regrette sa décision. À un moment, elle revient à l'endroit exact où elle s'est enfuie devant son école et elle dit à la présentatrice de l'émission que c'est particulièrement difficile et qu'elle aimerait revenir en arrière pour changer la décision prise ce jour-là.
Is it hard at all coming back to this spot? Is that hard? It is. What makes that hard? The fact that I wish I could turn back to this day and change it. Concernant l'implication et la responsabilité de Scott dans cette affaire, notamment le contrôle qu'il pouvait avoir, Natasha a beaucoup défendu son petit ami. Selon elle, elle se sentait en sécurité et pas du tout sous le contrôle de Scott. Au contraire, il a été son protecteur en quelque sorte, celui vers qui elle s'est tournée lorsque ça n'allait pas dans sa vie familiale et scolaire. Obviously a lot has been made that you're a child and he's an adult. Did you feel that you were making these choices yourself? Yes, I do. So you were a runaway, you weren't a captive. Yeah. But psychologically, did you accept that maybe he had control over you? No. No, So you wanted to be there I did. and you wanted to live that way. I did. Mais en parallèle de ça, elle dit aussi que ses années vécues cachées avaient été difficiles, qu'elle voulait retrouver sa famille, qu'elle regrettait sa décision, qu'elle n'avait pas osé refaire surface avant. Elle avait trop peur d'avoir fait une terrible bêtise et de finir en prison. Elle avait peur aussi d'envoyer Scott en prison, alors qu'il est adulte et il aurait pu lui-même prendre la décision d'appeler les forces de l'ordre pour dire la vérité. Ce n'est pas à Natasha de porter tout le poids de la culpabilité dans cette situation. Ce n'est que mon avis, mais la situation aurait justement dû être résolue par l'adulte compétent dans cette affaire, Scott Black. Étant âgé de 8 ans de plus que Natasha, Scott avait forcément une forme de contrôle, même involontaire, sur l'enfant qu'elle était. C'est quelque chose qui n'est pas assez revenu dans les médias selon moi, tout simplement parce que c'est fortement démenti par Natasha elle-même. Mais alors qu'en disent les psychologues? Car oui, certains psychologues ont cherché à mieux comprendre tout ce qui s'est joué dans la relation entre Natasha et Scott. Pour certains, les problèmes familiaux de Natasha avaient pu aggraver la dépendance à Scott, qui était en quelque sorte sa bouée de sauvetage, celui à qui elle se raccrochait. Et cette dépendance n'a été que renforcée par la suite, lorsqu'elle a entièrement été dépendante de la maison de Scott, de la nourriture qu'il lui apportait. Bref, il comblait tous ses besoins et était le centre de son univers. Le psychologue Bob Montgomery dira, je cite, « Il apportait la nourriture, il lui fournissait la maison où elle pouvait se cacher, et plus cela durait, plus elle dépendait de lui pour ne pas avoir à faire face aux conséquences de sa fugue. » D'autres parleront aussi d'un possible syndrome de Stockholm qu'on observe parfois dans des cas d'otage ou de séquestration. La victime n'a plus aucune autonomie et dépend totalement de son bourreau pour satisfaire ses besoins. Finalement, c'est grâce à lui que la victime peut manger, dormir, bouger, aller aux toilettes, etc. Donc fatalement, lorsque l'agresseur n'abuse pas de la situation, sa victime le voit comme quelqu'un de bien, comme son sauveur. Certaines victimes peuvent alors ressentir un sentiment de gratitude envers leur agresseur et les défendre. Justement, Natasha décrit Scott comme son protecteur. Mais bon, pour ces théories concernant l'emprise qu'avait ou non Scott sur Natasha, je vous laisse vous faire votre propre avis, moi j'ai le mien. L'affaire ne s'arrête évidemment pas là puisqu'il y a eu des conséquences judiciaires. D'un point de vue juridique, l'affaire Natasha Ryan a fait l'objet d'une enquête et d'un examen minutieux, car justement les enquêteurs se sont posé la même question, à qui la faute? Scott Black a été poursuivi pour avoir hébergé une mineure et entravé l'enquête de la police, étant donné qu'il a menti à la police en disant ne pas savoir où se trouvait la jeune femme. Scott a été inculpé et a finalement plaidé coupable pour avoir menti à la police. Il a donc été condamné à 3 ans de prison, mais ne purgera que 12 mois de peine. Il a également été contraint de verser 16 000 $ australiens pour couvrir les frais de l'enquête. Une chose me chiffonne néanmoins un petit peu, si Scott Black avait été accusé d'enlèvement lors de la première fugue de Natasha en juillet 98, pourquoi c'est pas le cas ce coup-ci? Les faits sont pourtant arrivés seulement 1 mois plus tard alors que Natasha n'était âgée que de 14 ans. Les choses auraient pu effectivement être remises dans le contexte de l'époque, mais bon, j'imagine que le fait que Natasha ne se soit pas sentie prisonnière, l'assurance avec laquelle elle a défendu Scott ont dû lui épargner davantage de procédures judiciaires. En 2006, c'est au tour de Natasha cette fois-ci d'être jugée. Elle est inculpée pour avoir simulé sa disparition et provoqué une enquête de police qui n'était pas nécessaire. Elle est alors condamnée à payer une amende de 1 000 $ australiens. Il lui est même demandé à un moment de rembourser la somme de 120 000 $ australiens pour payer les frais de l'enquête, mais la magistrate estime finalement que Natasha n'avait pas les moyens. Max Markson, un agent publicitaire australien, s'occupe rapidement de la médiatisation de l'affaire et des apparitions de Natasha Ryan auprès de la presse. Des contrats vont être signés et l'exclusivité des interviews de Natasha va être promise à certains médias.
dont 60 Minutes Australia dont j'ai justement parlé un petit peu plus tôt. Le montant estimé de ces divers contrats signés monte à environ 200 000 $ australiens, et ça va beaucoup faire parler notamment concernant le côté éthique. Le fait de se faire de l'argent sur une affaire qui a coûté beaucoup de temps et d'argent à de nombreux enquêteurs, sans parler de la souffrance des proches. Pendant les 12 mois de détention de Scott, Natasha l'attend patiemment et à son retour, ils se marient tous les deux, on est alors en 2008. Leur mariage se fait en toute discrétion avec un cercle très fermé de 35 personnes, les téléphones et les photos sont interdits, mais la vérité est révélée quelques jours après la cérémonie, lorsque les photos de mariage sont vendues à prix d'or à différents médias afin d'en faire des articles de presse. Finalement, l'affaire se tasse et au bout de quelques années, loin des projecteurs, Scott et Natasha auront 4 enfants. Natasha deviendra infirmière et ils vivront une vie de famille paisible. Malheureusement, dernier coup de théâtre, l'affaire va connaître une fin bien tragique puisque, en 2024, le corps de Natasha va être retrouvé. La mère de famille est décédée à l'âge de 40 ans. Yesterday, her body was found on a Rockhampton golf course. Police say there are no suspicious circumstances. Son corps est retrouvé sur un terrain de golf, allongé dans l'herbe. Bon, d'après la police, la mort de Natasha n'est pas considérée comme une mort suspecte, mais comme une mort naturelle. Son agent fera part de sa tristesse, ses proches quant à eux témoigneront afin de rendre un dernier hommage à Natasha, souhaitant plus que tout que les médias ne se souviennent pas d'elle comme la fille cachée dans le placard, mais comme une femme gentille, souriante et une infirmière brillante. J'espère que cette affaire pleine de rebondissements vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez des idées de sujets à proposer, je suis preneuse, je les note toujours dans un petit coin. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.